Arrête de te mentir. Tu n'es pas en paix parce que tu restes accroché à ce que tu aurais déjà dû lâcher. Ton esprit reste attaché à des personnes, des souvenirs, des mots qui n'ont jamais été prononcés et des promesses qui n'ont jamais été tenues. Tu appelles cela amour, loyauté ou espoir, mais en réalité c'est une chaîne qui te retient prisonnier. Personne ne peut retrouver la liberté intérieure s'il insiste pour porter tout ce qui lui fait du mal. Tu as remis ton calme entre des mains étrangères, espérant que d'autres te donnent de la valeur avec leur attention, leur approbation ou leur présence. Mais chaque fois que tu cèdes ta paix à quelque chose que tu ne contrôles pas, tu perds un morceau de toi. Il n'y a pas de pire prison que celle de dépendre émotionnellement de quelqu'un ou de quelque chose pour te sentir complet. Le stoïcisme ne vient pas adoucir tes blessures ni te dire que tout va bien. Il vient te rappeler que la vie est dure, que le monde ne va pas changer pour toi et que ton véritable pouvoir réside dans la façon dont tu choisis de réagir. Tu ne décides pas qui part, qui te fait du mal ou qui t'oublie, mais tu décides si ces choses continuent à avoir du pouvoir sur toi. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de plus de conseils superficiels. Ce dont tu as besoin, c'est de lâcher la corde qui te retient, d'arrêter de supplier des réponses, de poursuivre des explications, de vivre comme si ton bonheur dépendait de quelqu'un d'autre. La paix mentale n'est pas un cadeau que l'on attend, c'est une conquête. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de mots doux ni d'excuses pour justifier ta souffrance. Nous allons parler de discipline émotionnelle, de courage pour affronter tes propres attachements et de la force nécessaire pour aimer sans chaîne. Se taire quand le silence est plus sage et embrasser l'inévitable sans se briser de l'intérieur. Si tu es prêt à cesser d'être l'otage de ton passé et à retrouver ta liberté intérieure, alors écoute attentivement les leçons à venir, car elles seront le premier pas pour revenir à toi. 1. Lâche la corde. Si tu as déjà vu quelqu'un couler dans l'eau tout en s'accrochant désespérément à quelque chose qui l'entraîne vers le bas, tu sais que le plus difficile n'est pas de nager vers le rivage, c'est de lâcher ce qui le fait couler. C'est exactement ce que tu fais chaque fois que tu t'accroches à des personnes, des souvenirs ou des situations qui n'ont plus de place dans ta vie. Tu crois que tenir cette corde te maintient en sécurité, mais en réalité, c'est ce qui t'empêche de remonter à la surface. La première étape pour retrouver ta liberté intérieure est d'avoir le courage de lâcher prise. Cela semble simple, mais c'est l'acte le plus difficile, car cela signifie accepter que ce à quoi tu t'accroches ne t'appartient pas, ne te définit pas et n'est pas sous ton contrôle. Lâcher prise n'est pas abandonner ni se rendre, c'est retrouver le droit de respirer sans dépendre de ce que tu ne peux pas changer. Beaucoup s'accrochent à des relations brisées parce qu'ils pensent que lâcher prise équivaut à perdre. D'autres gardent de vieilles rancunes parce qu'ils croient que les lâcher, c'est pardonner l'impardonnable. Il y a aussi ceux qui ne lâchent pas une idée de l'avenir qui n'est jamais arrivé, convaincus que céder cette illusion signifie accepter l'échec. Mais le véritable échec est de rester attaché à quelque chose qui ne te laisse pas avancer. Les stoïciens savaient que la cause de la souffrance n'est pas dans les faits, mais dans notre réaction à ces faits. Épictète l'a résumé ainsi. Ce qui nous perturbe n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Si tu comprends cela, tu verras que la corde qui te lie n'est pas la personne qui est partie, ni l'erreur que tu as commise, ni le temps perdu. C'est ton interprétation de ce qui s'est passé, ton besoin de tout contrôler. Lâcher prise nécessite deux choses, le courage d'accepter la réalité et l'humilité d'admettre que tout n'est pas entre tes mains. Lorsque tu décides d'arrêter de te battre avec ce qui est déjà passé, tu découvres que le poids que tu portais n'était pas le souvenir, mais ta résistance à le laisser partir. Commence par te demander, qu'est-ce que je gagne à tenir ceci? À qui cela sert-il que je reste attaché à une douleur qui ne change rien? La réponse est presque toujours à personne. La seule chose que tu gagnes est de rester prisonnier de ce qui n'existe plus. Une façon pratique de lâcher prise est d'écrire ce qui te retient. Mets en mots ce qui te fait mal. Et ensuite, observe si cette douleur dépend de quelque chose que tu peux changer. Si ce n'est pas le cas, reconnais que cette bataille est terminée et que persister dans celle-ci n'est qu'une perte d'énergie inutile.
Ensuite, déchire le papier ou range-le loin. C'est un geste symbolique, mais puissant, car il montre à ton esprit que tu es prêt à le laisser partir. Une autre pratique stoïcienne est la dichotomie du contrôle. Sépare ce qui est en ton pouvoir de ce qui ne l'est pas. Ta réaction, tes habitudes, tes paroles, ta discipline, tout cela est sous ton contrôle. Ce que les autres pensent, ce qu'ils décident ou ce que le temps a emporté, non. Lorsque tu te concentres uniquement sur ce que tu peux changer, la corde perd sa force. Lâcher prise n'est pas toujours un acte visible. Parfois, il ne s'agit pas de bloquer quelqu'un, de brûler de vieilles lettres ou de quitter un lieu. Parfois, lâcher prise, c'est arrêter de tourner en rond dans ta tête, c'est arrêter de justifier, de demander pourquoi, de fantasmer sur une fin différente. C'est le moment où tu décides de ne plus nourrir cette histoire avec ton attention. Cela peut faire mal au début. C'est normal, la douleur n'est pas un signe que tu te trompes, mais que l'attachement se brise. Tu le ressentiras comme un vide, mais ce vide n'est pas de la solitude, c'est de l'espace. De l'espace pour la paix, pour revenir à toi, pour apprendre à vivre sans dépendre de quelque chose qui n'existe plus. Lâcher la corde est un acte de rébellion contre l'idée que tu as besoin de t'accrocher à tout pour ne pas perdre. 2. Aime s'enchaîne. L'amour ne devrait pas se sentir comme une cage, mais beaucoup ont été éduqués à le confondre avec la possession. Ils croient que aimer, c'est surveiller, exiger, réclamer des explications pour chaque silence et attendre que l'autre personne devienne la principale ou unique source de leur bonheur. Ce type d'amour ne libère pas, il asservit. Il vous rend dépendant de l'humeur, des décisions et de la présence de quelqu'un d'autre. Vous perdez votre centre chaque fois que vous cherchez en d'autres la sécurité que vous devriez trouver en vous. Aimer s'enchaîne ne signifie pas aimer moins. Cela signifie aimer mieux. Cela signifie que vous ne donnez pas votre dignité en échange de miettes d'affection, que vous ne renoncez pas à votre liberté par peur d'être abandonné, que vous ne poursuivez personne pour lui prouver votre valeur. Quand vous aimez avec des chaînes, vous devenez l'otage du besoin. Quand vous aimez librement, vous partagez sans vous perdre. L'amour que le stoïcisme propose est un amour qui respecte la nature changeante de la vie. Marc Aurèle a écrit « Aime le destin qui t'est donné » et cela s'applique aussi aux personnes. Personne n'est obligé de rester pour toujours, pas même toi. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de mendier des attentions et tu apprends à apprécier la compagnie tant qu'elle est présente, sans être obsédé par le fait de la retenir. Aimer s'enchaîne commence par comprendre que personne n'est venu au monde pour te compléter. Croire le contraire est à l'origine de nombreuses blessures. Tu ne cherches pas ta moitié d'orange parce que tu n'es pas une moitié. Tu es un être complet qui choisit de partager son chemin. Ce que tu partages est un extra, pas une béquille pour soutenir ton vide. Demande-toi, aimes-tu parce que tu veux partager ta vie ou parce que tu as peur d'être seul ? Si ta réponse penche vers la peur, alors ce que tu ressens n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et la dépendance finit toujours par étouffer la relation et toi-même. Une pratique stoïcienne pour cultiver l'amour libre est le détachement conscient. Cela ne signifie pas froideur ou indifférence. Cela signifie que tu te souviens que l'autre a son propre destin, ses propres décisions et que tu ne peux pas les contrôler. Tu l'aimes pour ce qu'il est, pas pour ce que tu espères qu'il soit. Ce type d'amour élimine le ressentiment qui surgit lorsque les attentes ne sont pas remplies. Cela implique également de cesser d'exiger des preuves constantes. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te répète tous les jours qu'il t'aime pour le croire, ni de vérifier chaque geste à la recherche de signes de trahison. L'obsession de contrôler les sentiments des autres est une chaîne que tu te poses toi-même. Aimer librement, c'est avoir assez confiance pour ne pas mesurer chaque pas. Si tu veux le pratiquer, commence par renforcer ta propre valeur. Quand tu te sens suffisant par toi-même, tu n'attends pas qu'un autre confirme ton importance. Fais des choses qui nourrissent ton caractère. Prends soin de ta santé mentale. Apprends à apprécier ta propre compagnie. La personne qui se sent complète ne cherche pas de chaîne pour la lier. Elle cherche des mains pour l'accompagner. Un outil utile est la réflexion quotidienne. Examine tes émotions envers les personnes que tu aimes.
Demande-toi si ce que tu fais pour elles naît de l'affection ou du besoin de les retenir. Si tu découvres que tu agis par peur, arrête-toi et redirige cette énergie vers ta propre croissance. L'amour mature ne naît jamais de la peur. Aimer sans chaîne signifie aussi savoir quand se retirer sans haine ni rancœur. Parfois, aimer mieux, c'est laisser partir. Permettre à l'autre de suivre son chemin même si le tien est différent. S'accrocher juste pour ne pas perdre est une forme d'égoïsme déguisée en dévotion. L'amour libre ne promet pas l'absence de douleur, mais il évite la souffrance inutile. 3. Accepte le silence. Le silence est inconfortable pour celui qui craint de s'écouter lui-même. Beaucoup de personnes préfèrent le bruit constant, les conversations vides ou les réseaux sociaux allumés jour et nuit, juste pour ne pas affronter ce que leur esprit murmure quand tout devient calme. Mais le silence n'est pas un ennemi. C'est le maître que beaucoup évitent parce qu'il révèle des vérités que nous ne voulons pas toujours entendre. Accepter le silence, c'est apprendre à ne pas réagir à chaque provocation externe ni à chaque émotion interne. C'est arrêter de remplir chaque pause avec des explications, des justifications ou des mots inutiles. Le monde moderne te fait croire que le silence est vide, alors qu'en réalité, c'est l'espace où commence la véritable clarté. Le stoïcisme enseigne que tout ne mérite pas une réponse, ni que tout problème nécessite une discussion. Marc Aurèle a écrit « La meilleure défense est de ne pas sembler affecté ». Cela ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie que tout ne mérite pas ton énergie, ni que chaque commentaire nécessite ton attention. Apprendre à se taire est parfois plus puissant que 1000 arguments. Accepter le silence est aussi un acte de maîtrise de soi. Souvent, l'impulsion de parler naît de la peur. Peur de perdre le dernier mot, peur d'être mal interprété, peur que l'autre pense qu'il a gagné. Mais réagir sans réfléchir a tendance à aggraver les choses. Le silence n'est pas toujours une reddition. Il est souvent une déclaration de domination sur soi-même. Dans les relations personnelles, le silence peut être un refuge. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque décision que tu prends, ni de justifier chaque pas que tu fais. Le besoin constant de donner des explications est une autre chaîne qui vole ta paix. Les personnes qui te respectent vraiment ne demandent pas que tu traduises chaque silence. Elles comprennent que parfois se taire est une façon de protéger ton énergie. Pour pratiquer le silence, commence par observer avant de répondre. Chaque fois que tu ressens l'envie de répondre rapidement, fais une pause. Demande-toi si ce que tu vas dire apporte de la valeur ou satisfait simplement un ego blessé. Cette pause est la porte de la maîtrise de soi. Une autre pratique est de consacrer des moments de la journée à être complètement silencieux, sans distraction ni écran. Au début, cela peut être inconfortable, mais avec le temps, tu découvriras que le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses. C'est l'espace où tu peux reconnaître tes émotions sans le bruit externe qui les déforme. Accepter le silence est aussi un outil pour guérir les blessures. De nombreuses discussions prolongées ne font que perpétuer la douleur, tandis qu'un silence bien choisi coupe le cycle de conflit. Se taire n'efface pas ce qui s'est passé, mais te permet de le traiter sans nourrir plus de ressentiment. Le silence t'apprend à écouter. Quand tu arrêtes de remplir les espaces avec des mots, tu commences à remarquer ce que les autres communiquent réellement avec des gestes, des tons et des actions. Tu deviens plus conscient, plus présent. Le stoïcisme est en grande partie apprendre à être présent sans se laisser emporter par le bruit des impulsions. Imagine que ton esprit est un lac. Chaque mot inutile, chaque discussion inutile, chaque pensée répétitive est une pierre qui agite l'eau. Le silence est quand tu arrêtes de jeter des pierres et que le lac commence à se calmer, révélant le reflet clair de ce qui se trouve en dessous. Accepter le silence n'est pas facile dans un monde qui récompense le scandale et confond le volume avec le pouvoir. Mais le véritable pouvoir réside dans le calme de celui qui n'a pas besoin de crier pour se faire respecter, ni de parler pour se sentir fort. 4. Vis le présent. La plupart des gens ne vivent pas dans le présent. Ils habitent dans les fantômes du passé ou dans les illusions de l'avenir. Ils se réveillent en pensant à ce qu'ils ne peuvent plus changer ou à ce qui n'existe pas encore. Et pendant ce temps, l'instant qu'ils ont devant eux leur échappe comme de l'eau entre les doigts.
C'est ironique, le seul moment réel est celui que tu vis en ce moment même, et pourtant c'est celui qui est le plus négligé. Vivre le présent ne signifie pas oublier le passé, ni ignorer l'avenir. Cela signifie ne pas permettre à l'un ou à l'autre de te voler l'instant présent. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi, sauf celui que tu décides de lui accorder. Et l'avenir, aussi bien que tu le planifies, reste incertain. La seule chose que tu peux habiter, apprécier et transformer est le moment présent. Le stoïcisme insiste sur cette idée parce qu'il savait que l'esprit humain a tendance à s'asservir à ce qui a été et ce qui pourrait être. Marc Aurèle a écrit « La vie de chacun est composée du présent. Ce qui reste est passé ou incertain. » Cette phrase frappe parce qu'elle est vraie. Ce que tu vis aujourd'hui est la seule chose qui t'appartient vraiment. Le problème est que nous confondons souvent nous inquiéter avec nous préparer. Penser à ce qui pourrait mal se passer demain ne te rend pas plus fort. Cela ne fait que te voler de l'énergie pour affronter le présent. Revivre constamment ce qui s'est déjà passé ne te rend pas plus sage. Cela ne fait que rouvrir des blessures qui devraient être en train de cicatriser. Pour vivre le présent, tu as besoin d'entraîner ton attention. Ce n'est pas un slogan d'auto-assistance. C'est une pratique consciente. Cela signifie que lorsque tu manges, tu manges. Lorsque tu marches, tu marches. Lorsque tu écoutes, tu écoutes. Cela signifie que tu ne vérifies pas ton téléphone pendant que tu parles à quelqu'un, ni que tu fantasmes sur des scénarios futurs pendant que tu apprécies un repas. Une façon d'entraîner cette présence est de t'arrêter plusieurs fois par jour pour te demander « Où suis-je vraiment ?» Dans ce moment ou dans mes pensées. Au début, tu découvriras que tu es presque toujours ailleurs, pris dans des souvenirs, des inquiétudes ou des distractions. Avec de la pratique, tu apprendras à ramener ton attention au présent. Vivre le présent nécessite également d'accepter ce qui se passe sans le décorer d'attentes irréalistes. Tout ne sera pas parfait, et c'est bien ainsi. L'insistance à ce que les choses soient différentes de ce qu'elles sont est ce qui génère la souffrance. Lorsque tu apprends à accepter le moment tel qu'il est, tu arrêtes de lutter contre la réalité et tu trouves la paix au milieu du chaos. Imagine que tu es devant un coucher de soleil, mais au lieu de l'admirer, tu penses que tu aimerais être ailleurs, avec une autre personne, ou que le ciel aurait d'autres couleurs. C'est ainsi que nous gaspillons la vie, en perdant ce que nous avons à cause de notre obsession de ce que nous pensons qu'il manque. Les stoïciens enseignaient à se rappeler la brièveté de la vie pour apprécier le présent. La pratique du memento mori n'était pas morbide, mais libératrice. Te rappeler que le temps est fini te fait arrêter de remettre la vie à plus tard. Chaque moment que tu laisses passer en t'inquiétant de ce que tu ne contrôles pas est un moment qui ne revient pas. Tu dois aussi apprendre à lâcher l'attente que l'avenir apportera le bonheur que tu n'as pas maintenant. Si tu n'es pas capable de le trouver dans ce que tu as déjà, il est peu probable qu'il apparaisse avec quelque chose de nouveau. La paix mentale n'est pas une destination à laquelle tu arriveras un jour. C'est une façon de marcher aujourd'hui. Vivre le présent ne te rend pas irresponsable envers l'avenir, ni insensible au passé. Cela te rend conscient que la vie n'est pas dans ce qui est déjà parti, ni dans ce que tu rêves qui viendra, mais dans ce que tu respires et décides en cet instant. 5. Maîtrise tes émotions. Le véritable ennemi n'a jamais été le monde extérieur. Il a toujours été la tempête qui se forme en toi lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Ce n'est pas l'offense qui détruit ta paix, mais la colère que tu choisis de nourrir. Ce n'est pas la perte qui te brise, mais la peur du vide que tu imagines ensuite. La plupart de la souffrance humaine ne provient pas des faits, mais du manque de maîtrise des émotions que ces faits éveillent. Maîtriser les émotions ne signifie pas les réprimer ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie les reconnaître, comprendre d'où elles viennent et apprendre à répondre consciemment plutôt que de réagir impulsivement. Les émotions sont des messagères. Elles viennent te dire quelque chose. Mais si tu les laisses prendre le contrôle, elles deviennent des tyrans qui prennent des décisions pour toi. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais comment tu y réponds. Cette phrase, qui semble simple, est l'une des vérités les plus libératrices que tu peux accepter.
Tu ne peux pas empêcher qu'il pleuve, mais tu peux décider si tu te mouilles de ressentiment ou si tu ouvres le parapluie de la sérénité. Lorsque tu perds le contrôle émotionnel, tu cèdes ton pouvoir à l'extérieur, aux paroles des autres, à leurs opinions, aux imprévus. Tu vis à la merci du climat du monde et non de l'équilibre de ton esprit. Et une personne qui se laisse emporter par chaque vague est incapable de maintenir le cap vers ses objectifs. Maîtriser tes émotions est un acte de maturité. C'est te dire à toi-même, je ne vais pas réagir immédiatement juste parce que mon ego a été blessé. C'est apprendre à faire une pause avant de répondre, à respirer avant d'exploser, à observer la pensée avant de la croire. Un exercice pratique est la pause consciente. Chaque fois que tu sens que la colère, la peur ou la tristesse prennent le contrôle, arrête-toi. Compte lentement jusqu'à 10, respire profondément et demande-toi « Que me dit cette émotion ? Ai-je vraiment besoin d'agir en ce moment ou puis-je attendre de penser clairement ?» Cette pause est généralement suffisante pour éviter des paroles que tu regretterais plus tard. Un autre outil est l'écriture. Tenir un journal émotionnel n'est pas un passe-temps. C'est une façon de sortir ce que tu as à l'intérieur pour qu'il ne gouverne pas depuis l'ombre. Lorsque tu décris ce que tu ressens, tu enlèves du pouvoir au chaos intérieur. Ce qui semblait auparavant être une tempête devient quelque chose de compréhensible, quelque chose que tu peux gérer. La maîtrise émotionnelle nécessite également de surveiller ce qui nourrit ton esprit. Passer des heures à consommer des conflits étrangers, des critiques sur les réseaux sociaux ou des nouvelles alarmantes renforce l'habitude de réagir avec colère ou anxiété. Si tu prends soin de ce que tu permets d'entrer dans ton esprit, tu auras moins de batailles à mener en toi. Rappelle-toi que maîtriser les émotions ne signifie pas éliminer la douleur. La douleur est inévitable. Tu perdras, tu seras déçu, tu subiras des injustices. Ce que tu peux éviter, c'est la souffrance supplémentaire qui découle de la résistance, de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Imagine que tu es au milieu d'une tempête en mer. Je ne peux pas arrêter la pluie ni calmer le vent, mais tu peux contrôler le gouvernail. Ce gouvernail, c'est ton esprit. Tant que tu le tiens fermement, peu importe la hauteur des vagues, tu continues à diriger ton bateau là où tu veux aller. Une personne émotionnellement maîtrisée n'est pas froide ni distante. C'est quelqu'un dont la sérénité se transforme en force. Elle inspire le respect parce qu'elle ne s'effondre pas face à la provocation et ne perd pas sa dignité dans la colère. Si tu veux retrouver ta liberté intérieure, commence par ne pas être l'esclave de ce que tu ressens. Les émotions sont éphémères. Ne les laisse pas décider de ton destin. 6. Remercie pour ce que tu as. L'insatisfaction constante est comme un puits sans fond. Peu importe combien tu essaies de le remplir, il exige toujours plus. Beaucoup de gens vivent en croyant que le bonheur est de l'autre côté de ce qu'ils n'ont pas encore. Et cette quête sans fin devient un piège mental qui leur vole la paix. Ils demandent à l'univers plus d'opportunités, plus d'amour, plus de reconnaissance. Mais ils s'arrêtent rarement pour reconnaître la valeur de ce qu'ils possèdent déjà. Remercier pour ce que tu as n'est pas un acte mièvre ni une phrase à la mode. C'est l'un des outils les plus puissants pour retrouver la liberté intérieure. Celui qui n'apprend pas à apprécier ce qui est devant lui sera esclave du désir perpétuel, car il croira toujours qu'il lui manque quelque chose. Les stoïciens le comprenaient très bien. Les sages ne souffraient pas de manquer de richesse parce qu'ils savaient que l'essentiel était déjà en eux. La gratitude ne vient pas du fait d'avoir tout, mais de savoir voir assez dans ce qui est déjà présent. Cela signifie se réveiller chaque jour en reconnaissant que tu as la vie, que tu peux encore respirer, que tu as encore la chance de changer ce que tu n'aimes pas. Lorsque tu ignores ces vérités, tu vis comme si la vie te devait quelque chose, et cela te condamne à la frustration. Pratiquer la gratitude ne signifie pas ignorer tes objectifs, ou te contenter de ce qui ne fonctionne pas. Cela signifie que tu ne conditionnes pas ta paix à ce qui n'est pas encore arrivé. C'est comprendre que la valeur de ce que tu as aujourd'hui ne diminue pas parce que tu poursuis encore. Pour la développer, commence par le simple. Au réveil, mentionne 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, aussi petites soient-elles.
Cela peut être la santé, le toit qui t'abrite, la présence de quelqu'un que tu aimes, ou même les leçons que les difficultés ont laissées. Cette habitude entraîne ton esprit à se concentrer sur ce qui s'ajoute, plutôt que sur ce qui manque. Une autre pratique stoïcienne est de se rappeler l'impermanence des choses. Tout ce que tu as aujourd'hui pourrait ne pas être là demain. Les personnes que tu aimes, ta santé, ton temps. Cette pensée ne cherche pas à te déprimer, mais à te réveiller. Elle t'invite à profiter et à prendre soin de ce que tu possèdes maintenant. Marc Aurèle avait l'habitude de réfléchir à la brièveté de la vie pour ne pas gaspiller le présent avec des plaintes. La gratitude transforme également la façon dont tu affrontes les problèmes. Lorsque tu remercies même pour les défis, tu arrêtes de les voir comme des punitions et tu les reconnais comme des opportunités de te renforcer. La douleur que tu considérais auparavant comme injuste devient un maître. Ne plus remercier pour ce que tu as affaibli l'envie et la comparaison. Il n'y a pas de chaîne plus lourde que de mesurer ta vie à celle des autres. Lorsque tu pratiques la gratitude, tu reconnais que le succès des autres ne diminue pas ta propre valeur, ni ta possibilité de t'améliorer. Pense à quelqu'un qui perd tout du jour au lendemain. Soudain, il comprend le trésor qui se trouvait dans le quotidien, dans ce qu'il prenait auparavant pour acquis. N'attends pas que la vie te prenne quelque chose pour commencer à l'apprécier. La gratitude est, en fin de compte, un acte de liberté parce qu'elle t'apprend à ne pas dépendre des circonstances extérieures pour te sentir en paix. C'est comme ouvrir les yeux au milieu de la tempête et découvrir que même s'il pleut, tu peux encore bouger, tu peux encore respirer, il y a encore quelque chose à prendre soin et à protéger. Celui qui apprend à remercier pour ce qu'il a ne devient pas conformiste, il devient fort. Parce qu'il ne marche plus dans le monde avec le sentiment de manquer, mais avec la certitude qu'il possède assez pour continuer. Cette certitude te rend pouvoir et sérénité. Elle cesse de t'esclaviser le désir de plus et le cœur trouve le repos. 7. Donne sans attendre. Le véritable poids de nombreuses déceptions ne réside pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu espères recevoir en retour. On nous a appris que chaque geste mérite une récompense, que chaque faveur doit être rendue multipliée et que chaque marque d'affection doit être réciproque. Avec cette mentalité, même l'acte le plus noble finit par se transformer en une transaction déguisée en bonté. Lorsque tu donnes avec l'attente de recevoir, tu te condamnes à la frustration, car la vie rend rarement les choses de la manière et au moment que tu imagines. Donner sans attendre est un acte de libération. Cela signifie que ta générosité ne dépend pas de la réponse de l'autre, que ta paix n'est pas liée à la gratitude d'autrui ni aux résultats que tu n'as jamais contrôlés. Ce que tu donnes de bon cœur est déjà complet en soi. Il n'a pas besoin de validation externe. Le stoïcisme nous rappelle que les actes vertueux ont de la valeur pour ce qu'ils sont, pas pour les applaudissements qu'ils reçoivent. Sénèque disait que le véritable bien se fait par amour du bien, pas pour la récompense. Pratiquer ce principe te protège de l'amertume qui surgit lorsque tu aides quelqu'un et que tu ne reçois pas la reconnaissance que tu espérais. Lorsque tu donnes en espérant recevoir, ton intention cesse d'être authentique. Même l'affection peut devenir une forme de manipulation déguisée, car tu cherches à influencer l'autre pour qu'il te rende quelque chose. Cette dépendance émotionnelle empoisonne les liens et transforme le don en un contrat invisible qui se brise tôt ou tard. Commence par questionner tes motivations. Le fais-tu parce que cela vient de toi ou parce que tu attends un geste en retour? Si tu découvres qu'une attente cachée se cache derrière ta générosité, il est temps de changer de perspective. La vraie valeur réside dans le fait que tu agis en accord avec tes principes, pas dans le fait que les autres répondent selon ton désir. Une pratique simple est d'offrir quelque chose de petit chaque jour. Un mot d'encouragement, un geste aimable, du temps, de l'aide, sans l'annoncer, sans chercher des regards d'approbation. Avec le temps, tu remarqueras que la satisfaction la plus profonde ne vient pas de la réaction des autres, mais de la cohérence avec toi-même. Donner sans attendre s'applique aussi dans les relations les plus proches. Parfois, nous pensons que l'affection doit être mesurée. Je t'ai donné ceci, maintenant c'est à mon tour de recevoir. Cette mentalité détruit l'intimité, car elle transforme l'amour en une balance constante.
Aimer librement signifie que tu choisis d'offrir le meilleur de toi-même, parce que c'est qui tu décides d'être, pas parce que tu attends un retour identique. Lorsque tu apprends à donner sans attendre, tu découvres que le ressentiment perd de sa puissance. Personne ne peut te décevoir en ne répondant pas comme tu le voulais, parce que ta paix n'en dépendait pas. Cette attitude renforce également ton caractère. Elle t'apprend à agir par conviction, pas pour une récompense. Le plus grand bénéfice de donner ainsi est qu'il te rend le contrôle de ta propre satisfaction. Tu ne vis plus en fonction des réponses des autres, ni des récompenses externes. Ce que tu donnes te définit toi, pas le destinataire. Dans un monde où tout est mesuré et négocié, celui qui donne sans attendre retrouve une liberté rare et puissante, celle de vivre fidèle à ses propres valeurs, sans chaînes invisibles qui le lient à l'approbation des autres. 8. Embrasse l'inévitable. La lutte la plus épuisante n'est pas contre ce qui se passe, mais contre ce que nous insistons à nier. Nous passons une grande partie de notre vie à résister à des faits que nous ne pouvons pas changer. La perte de quelqu'un, le passage du temps, les fins inattendues, les décisions des autres. Nous voulons que les choses soient différentes et en ne réussissant pas, nous restons coincés dans la frustration. Ce n'est pas la douleur qui détruit la paix mentale, mais la résistance à l'accepter. Embrasser l'inévitable ne signifie pas se rendre ni se résigner passivement. C'est une acceptation active, une façon de regarder la réalité en face sans fuir ni l'embellir. C'est reconnaître que certaines batailles ne se livrent que dans l'esprit, où nous essayons de réécrire le passé ou d'arrêter le cours naturel des changements. Le stoïcisme enseigne que la sérénité naît lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous ne contrôlons pas. Épictète disait que la liberté est obtenue en s'alignant avec la nature des choses, pas en les forçant à s'adapter à nos désirs. L'inévitable, par définition, ne peut pas être tordu. Nous pouvons seulement décider comment y faire face. L'un des plus grands exemples de cette lutte se produit avec le temps. Nous voulons l'arrêter, revenir en arrière, le faire avancer selon notre convenance. Cette bataille est inutile, mais beaucoup sont esclaves de celle-ci, se lamentant pour les années perdues ou anxieux pour celles qui ne sont pas encore arrivées. Embrasser l'inévitable, c'est apprendre à vivre le passage du temps sans ressentiment, à voir chaque ride, chaque changement comme une partie naturelle du chemin. Il s'agit aussi d'accepter que toute fin n'est pas une tragédie. De nombreuses portes se ferment pour en ouvrir d'autres, mais nous ne le voyons pas parce que nous sommes trop occupés à pleurer celle qui s'est fermée. Lorsque tu embrasses l'inévitable, tu cesses d'insister pour revivre ce qui est déjà terminé et tu commences à construire sur ce que tu as aujourd'hui. Pour le pratiquer, commence par te demander « Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle ?» Fais une liste mentale de tout ce qui ne dépend pas de toi, les décisions des autres, le temps, le passé, le cours du temps. Ensuite, arrête de gaspiller de l'énergie à essayer de les changer. Cette énergie libérée peut être investie dans ce qui est entre tes mains. Ton attitude, ta réponse, tes actions. Embrasser l'inévitable signifie aussi lâcher la fantaisie de la justice immédiate. La vie ne sera pas toujours juste selon tes normes, et exiger qu'elle le soit ne fait que prolonger la souffrance. La véritable force réside dans le maintien de ta dignité même, lorsque le monde ne joue pas en ta faveur. Il est essentiel de ne pas confondre l'acceptation avec l'insensibilité. Accepter n'est pas devenir insensible. C'est se permettre de ressentir la douleur sans y rester. C'est pleurer ce qui fait mal et ensuite continuer à marcher, sachant que s'accrocher à ce qui ne peut pas être changé, c'est porter une pierre qui empêche d'avancer. La paix mentale ne vient pas d'un monde sans problème, mais d'apprendre à ne pas se briser face à l'inévitable. Celui qui l'embrasse cesse de gaspiller son énergie dans des combats qu'il ne peut pas gagner et l'investit dans la construction de ce qu'il peut transformer. C'est la véritable liberté. Cesser d'être prisonnier de ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Arrête de penser que son silence est un mystère romantique. Ce n'est pas le cas. Chaque fois qu'elle se tait, elle dit quelque chose, même si elle n'utilise pas de mots. Le silence d'une femme n'est jamais un hasard. C'est un message, parfois un avertissement et parfois un test qui mesure ton caractère. Si tu l'interprètes mal, tu perdras le contrôle et la dignité. Beaucoup d'hommes réagissent comme si le silence était une attaque. Ils désespèrent, insistent, remplissent le vide avec des appels, des messages et des questions qui les trahissent. Et c'est là l'erreur. Ils ne se rendent pas compte qu'à ces moments-là, ce qui est évalué n'est pas ce qu'ils disent, mais comment ils agissent lorsqu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils attendent. Le silence révèle qui se maîtrise lui-même et qui s'effondre face à l'incertitude. La plupart ne comprennent pas que répondre avec anxiété est donner du pouvoir. Chaque fois que tu poursuis une réponse, tu perds du respect. Chaque fois que tu supplies pour de l'attention, tu perds de l'autorité sur toi-même. Le silence, bien interprété, n'est pas ton ennemi. C'est le test qui sépare les hommes qui se gouvernent de ceux qui se plient à leurs émotions. Cette vidéo est pour ceux qui en ont marre de réagir impulsivement. Nous allons t'apprendre à voir le silence comme un outil stoïcien pour renforcer ton calme, ta discipline et ton respect de toi-même. Si tu apprends à le voir ainsi, tu arrêteras de tomber dans des jeux émotionnels et tu commenceras à agir avec stratégie. Le silence te dira plus que tu ne l'imagines. Ne l'ignore pas, mais ne le poursuis pas non plus. Apprends à garder ton sang-froid lorsque les autres se taisent. C'est là que ta véritable force se révèle. 1. Lisse le silence comme un signal, pas comme un mystère. L'erreur la plus courante que beaucoup d'hommes commettent est de croire que le silence d'une femme est une énigme impossible à déchiffrer, comme s'il s'agissait d'un code caché qui nécessite des devinettes sans fin. Ce n'est pas le cas. Le silence est une déclaration sans mots. Il est aussi clair qu'un feu rouge a un feu de signalisation. Il te dit quelque chose, mais tu ne l'entendras pas si tu es trop occupé à réagir. Et c'est précisément la première leçon. Arrête de lui chercher un sens romantique ou mystérieux. Commence à le voir pour ce qu'il est, un signal. Imagine que tu marches au milieu d'une forêt et que soudain, tout le bruit des oiseaux et du vent disparaît. Le silence absolu n'est pas une coïncidence. C'est un avertissement que quelque chose a changé et que tu dois être vigilant. Il en va de même dans une relation. Lorsqu'une femme se tait, quelque chose a changé dans sa perception, ses émotions ou son intérêt. Elle peut être déçue, contrariée, confuse ou simplement tester tes limites. Le problème est que beaucoup d'hommes réagissent avec anxiété, essayant de combler ce vide par des messages, des appels et des explications qui ne font que les rendre insécurisés. Un homme qui interprète le silence comme un mystère devient l'esclave de ses pensées. Il se torture en imaginant des scénarios qui n'existent pas et finit par projeter des peurs au lieu de comprendre la réalité. En revanche, un homme qui le voit comme un signal s'arrête, observe et se demande « Qu'est-ce que ce silence communique ?» Cette différence entre réagir et analyser est ce qui distingue un homme qui a du self-control. Du point de vue stoïcien, tout message externe, qu'il soit mot, geste ou silence, doit être reçu avec observation et non avec agitation. Marc Aurèle a écrit que ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais le jugement que nous en faisons. Le silence n'a pas de pouvoir jusqu'à ce que tu lui en donnes en l'interprétant avec peur ou anxiété. C'est pourquoi la première étape est de ne pas laisser le silence te pousser à des conclusions hâtives. Le calme est ta meilleure défense. Quand tu remarques le silence d'une femme, au lieu de réagir impulsivement, pense « ce n'est pas une punition ni un mystère, c'est de l'information ». Elle te montre quelque chose sur son état émotionnel, son intérêt, ses limites, ou même sur ton propre comportement. Peut-être as-tu franchi une limite sans t'en rendre compte. Peut-être attend-elle de voir si tu garderas ta dignité. Ou peut-être gère-t-elle simplement ses propres conflits internes. Quelle que soit la raison, tu ne gagnes rien à perdre ton calme. Un homme qui se respecte utilise le silence pour observer des modèles. Est-ce un silence occasionnel qui résulte d'une mauvaise journée ou est-ce un silence récurrent qui démontre un désintérêt? Est-ce un espace nécessaire pour qu'elle puisse traiter ses émotions
ou est-ce une forme de manipulation passive? Chaque réponse nécessite une attitude différente, mais toutes exigent la même base, le self-control. Ce conseil ne consiste pas à ignorer le silence ou à devenir une statue indifférente. Il s'agit d'apprendre à lire ce qui se cache derrière sans devenir l'esclave de tes émotions. Une femme peut se taire pour de nombreuses raisons, mais un homme fort comprend que sa valeur ne dépend pas de cette réaction. Il maintient sa posture, ne poursuit pas et observe. Cette composture est ce qui sépare celui qui réagit comme un adolescent insécurisé de celui qui agit comme un homme conscient de son propre pouvoir. Lorsque tu comprendras que le silence n'est pas un mystère, tu cesseras de le voir comme un vide à combler à tout prix. Tu commenceras à le voir comme une boussole qui indique la direction de la relation et combien tu te valorises toi-même. Si tu apprends à le lire, tu ne perdras plus jamais ton calme face à lui. 2. Arrête la poursuite et garde ton calme. Rien ne détruit plus le respect dans une relation que l'impulsion de poursuivre lorsque quelqu'un s'éloigne en silence. C'est un réflexe qui naît de la peur. Peur de la perdre, peur de ne pas être suffisant, peur d'être exclu de son monde. Beaucoup d'hommes, dès qu'ils ressentent une distance, réagissent comme s'ils perdaient l'air. Ils commencent à la chercher avec des messages, des appels, des explications et des questions désespérées. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette poursuite ne les rapproche pas, elle les éloigne encore plus. La poursuite est l'aveu silencieux que tu as perdu le contrôle de toi-même. Elle montre que son attention te gouverne, que ta paix dépend de sa réponse. À cet instant, tu cesses d'être un homme qui mène sa propre vie et tu deviens quelqu'un qui suit les miettes d'approbation. Imagine un feu de camp. Si tu essaies de raviver les flammes en soufflant de l'air de manière désespérée, tu finis par l'éteindre. C'est ainsi que fonctionne l'attraction lorsque tu réponds au silence par l'anxiété. Au lieu d'allumer l'intérêt, tu l'éteins. Le calme, en revanche, agit comme l'air juste qui maintient le feu vivant, sans exagération ni emportement. Le stoïcisme enseigne que l'autocontrôle n'est pas seulement contenir des émotions, mais aussi maîtriser les impulsions qui surgissent de l'incertitude. Un homme qui poursuit dit avec chaque geste « Ma valeur dépend de ta réponse ». Un homme qui s'arrête, respire et garde son calme envoie un autre message « Ma paix n'est pas à vendre ». Arrêter la poursuite ne signifie pas être froid ou indifférent. Cela signifie choisir de ne pas mendier de l'attention, de ne pas perdre sa dignité en essayant d'expliquer ce qui n'a pas besoin d'explication. J'ai montré que ton énergie, ton temps et ton esprit sont trop précieux pour être donnés au jeu de la poursuite. Lorsque tu ressens l'envie d'insister, rappelle-toi ceci. Chaque mot que tu écris avec anxiété, chaque appel que tu fais pour forcer une réponse est une pièce que tu paies avec ton propre respect. Et ce que tu donnes dans la panique revient rarement. Le calme, en revanche, multiplie ta valeur parce qu'il communique quelque chose qui ne peut pas être feint, la sécurité. Le silence d'une femme peut être un test. Souvent, ce qu'elle observe n'est pas ce que tu dis, mais comment tu te comportes lorsque tu n'obtiens pas ce que tu veux. Si tu cèdes à la poursuite, tu confirmes son pouvoir sur toi. Si tu restes serein, tu démontres que ta vie ne tourne pas autour d'une réaction étrangère. Ce principe protège aussi ton esprit. Poursuivre épuise ton énergie, brouille ton jugement et t'enferme dans un cycle de frustration. Le calme te permet d'analyser clairement. Le silence est-il un espace dont elle a besoin pour réfléchir ou est-ce un signe de désintérêt qui exige une distance définitive? Tu ne peux pas répondre à cette question si tu es pris dans le bruit de tes propres impulsions. Pratiquer le calme est une décision consciente. Respire avant de répondre. Plus ta composture est ferme, plus il sera facile de voir la situation clairement et de prendre des décisions basées sur des faits et non sur des émotions débordantes. Au fond, arrêter la poursuite est un acte de respect envers toi-même. C'est la déclaration que ton attention est un privilège et non une ressource que tu mendies pour partager. Une femme peut être intriguée par un homme qui garde son calme, mais elle sera difficilement attirée par quelqu'un qui se désespère au premier signe de silence. Le calme ne récupère pas seulement ton pouvoir, il redéfinit aussi ta position dans la relation. Il montre que tu n'es pas là pour concourir, pour de l'affection, ni pour mendier des miettes d'attention. Tu es là par choix,
et non par nécessité. Et cette attitude, plus que n'importe quel mot, est celle qui finit par faire la différence. 3. Fais de l'autocontrôle ton plus grand atout. Un homme qui ne maîtrise pas ses émotions est comme un bateau sans gouvernail, à la merci de chaque vague, incapable de choisir sa direction. Dans les relations, ces vagues se présentent sous forme de silence inattendu, de messages qui restent sans réponse, de changements d'humeur inexpliqués. Celui qui n'a pas d'autocontrôle coule en quelques secondes. Celui qui le cultive avance sans dévier, même dans des mers agitées. L'autocontrôle ne consiste pas à réprimer ce que tu ressens, mais à apprendre à gouverner tes émotions avant qu'elles ne te gouvernent. La plupart des hommes manquent ce point clé. Ils pensent que le contrôle consiste à feindre l'indifférence, à masquer la peur par l'indifférence. Mais le véritable contrôle n'est pas d'agir comme si rien ne t'importait. C'est de tenir à quelque chose, et pourtant de choisir de ne pas réagir impulsivement. Quand une femme se tait, il est normal de ressentir un nœud dans l'estomac, un mélange d'anxiété et de doute qui pousse à chercher des réponses immédiates. Ce nœud est inévitable. Ce qui est sous ton contrôle, c'est ce que tu décides de faire avec. Tu peux le laisser te pousser à dire des mots que tu regretteras plus tard, ou tu peux l'utiliser comme un signal pour t'arrêter, respirer et observer. Cette capacité à faire une pause avant de réagir est ce qui sépare les hommes qui se respectent de ceux qui abandonnent leur pouvoir à l'émotion du moment. Du point de vue stoïcien, tu ne peux pas contrôler ce que les autres font ou ne font pas. La seule chose que tu possèdes est ta réponse. Marc Aurèle a écrit que si quelque chose d'extérieur te fait mal, ce n'est pas le fait en soi qui te blesse, mais le jugement que tu portes sur lui. Le silence de quelqu'un n'a pas le pouvoir de te désarmer, à moins que tu ne décides de le voir comme une menace. Imagine que tu es dans une pièce sombre et que tu entends un bruit. Si tu paniques, tout devient plus terrifiant qu'il ne l'est réellement. Mais si tu allumes la lumière, tu découvres que ce n'était que le vent qui faisait bouger une porte. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Lorsque tu réagis sans réfléchir, tout semble plus grand et plus dangereux. Lorsque tu allumes la lumière de la raison, la situation perd son pouvoir sur toi. Un homme avec de l'autocontrôle n'a pas besoin d'élever la voix, de lancer des reproches ou d'exiger des explications. Son calme parle pour lui. Il projette de la sécurité même au milieu de l'incertitude. Et cette sécurité non seulement protège sa dignité, mais génère aussi du respect. Peu de choses sont plus attirantes qu'une personne qui ne se laisse pas emporter par le chaos émotionnel des autres. L'autocontrôle t'aide aussi à préserver ton énergie. La perdre dans des explosions émotionnelles est comme gaspiller toute l'eau d'un puits en une seule journée. Il ne reste plus rien pour ce qui compte vraiment. Garder le silence quand c'est nécessaire, reporter une réponse impulsive ou décider de se retirer d'une discussion qui n'en vaut pas la peine sont des actes de force, pas de faiblesse. L'une des pratiques les plus efficaces pour développer cet atout est la réflexion quotidienne. Demande-toi chaque soir, combien de fois aujourd'hui me suis-je laissé emporter par des émotions que j'aurais pu contrôler? Combien de fois suis-je resté calme alors que d'autres essayaient de me provoquer? Cette habitude te permettra de reconnaître des schémas et de les corriger petit à petit, renforçant ton caractère pour quand tu seras confronté à des silences qui cherchent à te déstabiliser. Fais de l'autocontrôle ton bouclier et ton épée. Ton bouclier parce qu'il te protégera de tomber dans les jeux émotionnels des autres. Ton épée parce qu'elle te permettra d'agir avec précision lorsque tu décideras de parler ou d'intervenir. Dans le domaine des relations, le véritable avantage n'est pas à celui qui crie le plus fort, ni à celui qui exige des réponses, mais à celui qui peut garder son calme quand tout invite à le perdre. Si tu parviens à te maîtriser, tu découvriras que le silence cesse d'être un ennemi et devient un allié. 4. Protège ton attention, ne la donne pas gratuitement. Ton attention est l'une des ressources les plus précieuses que tu possèdes. Mais la plupart des hommes la traitent comme si elle était gratuite, comme si n'importe qui pouvait la revendiquer sans effort. Quand tu fais face au silence d'une femme, il est facile de tomber dans le piège de lui donner toute ton énergie mentale, te demandant à chaque heure ce qu'elle pense.
Pourquoi elle se tait ou ce que tu devrais faire pour obtenir une réponse. C'est l'erreur qui se paie le plus cher. Transformer ton attention en un tribut offert à celui qui ne le demande même pas. Le silence ne devient une torture que lorsque tu décides de te concentrer dessus plus que nécessaire. C'est comme un écho. Plus tu l'écoutes, plus il semble fort. La clé est de comprendre que ton attention détermine ta paix intérieure. Si tu la concentres sur le vide, laissé par le silence, le vide grandira. Un homme qui ne sait pas protéger son attention finit par s'épuiser, car chaque message non répondu devient une distraction qui lui vole sa productivité, sa tranquillité et sa clarté. C'est là que tu perds bien plus qu'une conversation. Tu perds du temps, tu perds de la concentration, tu perds de l'énergie émotionnelle que tu pourrais investir en toi. Les stoïciens enseignaient que tu ne dois pas mettre ton bonheur entre les mains de ce que tu ne contrôles pas. L'attention fonctionne de la même manière. Tant que tu la donnes à des facteurs externes, l'humeur de quelqu'un, son silence, ses réactions, tu seras prisonnier de celle-ci. En revanche, lorsque tu décides de la protéger et de la diriger vers ce qui dépend de toi, ta discipline, ton travail, ta paix, tu reprends le contrôle que tu n'aurais jamais dû céder. Pense à ton attention comme à un compte bancaire, avec des fonds limités. Chaque minute que tu passes à vérifier ton téléphone, à imaginer des scénarios ou à élaborer des messages que tu n'enverras jamais, c'est de l'argent retiré de ce compte. Vas-tu le gaspiller sur un silence étranger ou vas-tu l'investir dans ton progrès? Les gens ont tendance à respecter ceux qui ne sont pas facilement distraits car ils montrent que leurs priorités sont claires. Lorsqu'une femme perçoit que son silence n'altère pas ta routine et ne te fait pas perdre ta concentration, elle commence à le voir différemment. Ce qui semblait être du pouvoir devient un geste inefficace face à ton calme. Mais si elle remarque que son silence consume ta journée, que tu arrêtes ta vie pour une réponse, elle perd du respect et te voit comme quelqu'un qui ne sait pas se gouverner. Protéger ton attention ne signifie pas ignorer la relation ou agir comme si tu ne te souciais pas. Cela signifie que ton temps et ton énergie sont limités et que tu décides consciemment à qui et à quoi tu les donnes. C'est choisir de travailler sur tes objectifs, ta santé, tes projets, plutôt que de rester paralysé face à une pause qui n'a peut-être rien à voir avec toi. Le silence cesse d'avoir du pouvoir lorsque ton attention cesse de le nourrir. Si l'autre se tait, laisse-le faire. Toi, continue d'avancer sur ton chemin. Garde tes habitudes, ta routine et ta concentration intactes. Cette cohérence parle plus fort que n'importe quel mot, car elle montre que tu n'es pas un satellite qui tourne autour de la validation d'autrui. Une bonne pratique est de limiter le temps que tu permets de penser à ce que tu ne contrôles pas. Consacre seulement quelques minutes à réfléchir objectivement à la situation, puis retire ton esprit de là. Chaque fois que tu te surprends à y penser, redirige-le vers quelque chose de productif. Lecture, exercice, travail, apprentissage. Avec le temps, cette habitude renforce ton autodiscipline et réduit l'anxiété causée par le silence. Protéger ton attention est une déclaration silencieuse que tu te valorises. C'est montrer que tu ne vas pas vider ton esprit dans l'incertitude, ni donner ta paix intérieure à quelqu'un qui attend peut-être simplement une réaction. 5. Accepte ce que le silence révèle. Le silence a le pouvoir de montrer des vérités que les mots tentent de cacher. Beaucoup d'hommes ne supportent pas cette révélation parce qu'ils préfèrent un mensonge réconfortant à affronter ce que le silence met en évidence. Mais voici la réalité. Le silence, bien qu'inconfortable, trompe rarement. Il vous montre la place que vous occupez dans les priorités de quelqu'un, la qualité de son intérêt et la sincérité de son affection. Si vous n'apprenez pas à l'accepter, vous finirez par vivre dans une illusion. Imaginez que vous passez des jours à prendre soin d'une plante et que vous remarquez qu'elle cesse de fleurir. Vous pouvez prétendre qu'elle reste en bonne santé parce qu'elle ne se fane pas immédiatement, mais le silence de ses feuilles vous a déjà averti que quelque chose ne va pas. Il en va de même dans les relations. Quand quelqu'un se tait, ce vide n'est pas neutre. Il est le reflet de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense ou de ce qu'il a cessé de ressentir. Le nier ne fait que prolonger l'usure. Accepter ce que le silence révèle est un acte de maturité émotionnelle.
Cela signifie que vous arrêtez d'interpréter chaque pause comme un puzzle et commencez à la voir comme une preuve. Si le silence devient fréquent, il est possible qu'il montre une distance émotionnelle. S'il apparaît après un conflit, il peut signaler un ressentiment non exprimé. S'il surgit sans raison apparente, il peut indiquer un désintérêt. Vous ne saurez pas toujours pourquoi, mais le fait en lui-même est déjà une information précieuse. La dynamique a changé. L'erreur de beaucoup d'hommes est de lutter contre cette vérité, en essayant de forcer une réponse qui confirme leurs attentes. Cette recherche les plonge dans des discussions qui n'apportent pas de clarté, seulement de la résistance. Accepter le silence ne signifie pas se résigner ni se contenter. Cela signifie arrêter de se battre avec la réalité. Les stoïciens enseignaient que la plus grande cause de souffrance est de désirer que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Plus vite vous acceptez ce que le silence vous montre, moins d'énergie vous gaspillerez à essayer de changer ce qui ne dépend pas de vous. Cette acceptation révèle aussi votre caractère. Un homme qui fait face à l'évidence avec calme montre son intégrité. Il n'a pas besoin de se mentir à lui-même, ni de créer des excuses pour soutenir l'insoutenable. Il garde sa dignité parce qu'il reconnaît qu'il mérite la clarté, même si cette clarté arrive à travers le vide des mots. Au contraire, celui qui s'accroche à nier la vérité que le silence suggère devient prisonnier de son propre espoir. Pensez au silence comme à un miroir qui vous oblige à voir ce que vous ne voulez pas regarder. Parfois, il montre que vous avez donné plus que vous n'avez reçu, que l'intérêt n'est pas mutuel ou que la connexion s'est affaiblie. Le reconnaître peut faire mal, mais l'ignorer prolonge le mal. La douleur d'accepter est temporaire. Celle de faire semblant est interminable. Accepter ce que le silence révèle n'est pas un signe de froideur, c'est un pas vers le respect de soi. Si vous découvrez que le silence indique un désintérêt, ne suppliez pas et ne poursuivez pas. Retirez-vous la tête haute. S'il montre que l'autre personne a juste besoin d'espace, ne prenez pas la distance comme une offense. Donnez-lui cet espace sans perdre votre centre. Dans tous les cas, votre réponse doit naître de la compréhension, non du déni. Cette approche vous donne également un pouvoir stratégique. En voyant le silence comme une preuve, vous pouvez décider plus clairement. Vaut-il la peine de continuer à investir de l'énergie ici ou est-il temps de la diriger ailleurs? Les décisions prises, les yeux ouverts, sont toujours plus sages que celles impulsées par le déni. Les hommes qui acceptent la vérité derrière le silence gagnent quelque chose d'inestimable, la paix de l'esprit. Ils ne sont plus tiraillés entre ce qu'ils imaginent et ce qu'ils espèrent. Ils agissent simplement en fonction de ce qu'ils voient. Et cela, dans une relation, vous rend beaucoup plus fort que n'importe quelle réaction émotionnelle. 6. Laisse tomber l'anxiété et agis avec stratégie. Courir après des réponses n'a jamais résolu le silence de personne. Cela ne fait que l'amplifier. L'anxiété te fait croire que chaque seconde sans réponse est une attaque personnelle, alors qu'en réalité, c'est ton propre esprit qui joue contre toi. Tant que tu continues à agir sur cette impulsion, tu perdras en clarté et en dignité. La véritable force émerge lorsque tu apprends à arrêter ce bruit interne et à le remplacer par une stratégie. Le silence, dans son essence, est un terrain neutre. Il ne te blesse ni ne t'humilie de lui-même. C'est toi qui le transformes en ennemi en interprétant chaque pause comme une menace. L'anxiété te fait exagérer chaque geste. Tu lis entre les lignes des messages qui n'existent pas. Tu vérifies ton téléphone sans arrêt. Tu imagines des scénarios qui n'existent que dans ta tête. Cette usure émotionnelle non seulement affaiblit ta présence face à l'autre personne, mais érode également ton propre équilibre mental. Pour briser ce cycle, la première décision est simple. Arrête de réagir instantanément. Respire. Fais une pause avant d'écrire et avant d'appeler, avant d'essayer d'expliquer ce qui ne nécessite pas d'explication. Chaque pause consciente est un rappel que ta vie ne s'arrête pas à cause d'un silence étranger. Ce calme, bien qu'il semble passif, est déjà une forme de stratégie. La stratégie consiste à prioriser ton bien-être et ton focus au-dessus de toute attente externe. Si le silence se fait sentir, ne le nourris pas de réactions impulsives.
Nourris-toi d'actions qui renforcent ta valeur. Sortir pour t'entraîner, te concentrer sur ton travail, avancer dans tes projets personnels. L'énergie que tu investis à t'inquiéter pour quelqu'un qui ne répond pas est de l'énergie que tu voles à ta propre progression. Du point de vue stoïcien, la plus grande erreur est de permettre à ce qui est incontrôlable, le silence d'un autre, de dicter le cours de ta journée. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Sans stratégie, tu te laisses emporter par les émotions des autres. Avec une stratégie, tu utilises chaque situation, même le silence, pour renforcer ton caractère. L'une des clés pour agir avec stratégie est d'observer les modèles sans les juger immédiatement. Demande-toi, le silence se répète-t-il chaque fois qu'un conflit surgit ou seulement lorsqu'il y a des sujets inconfortables? Est-ce une pause qui cherche de l'espace personnel ou est-ce de l'indifférence déguisée? N'essaie pas de deviner à partir de l'anxiété. Analyse à partir du calme et laisse le temps révéler les réponses. Ne confonds pas la stratégie avec la manipulation. Il ne s'agit pas de jeu pour provoquer des réactions, mais d'établir des limites claires et de protéger ta paix. Parfois, la meilleure réponse au silence est le silence lui-même, non pas comme une punition, mais comme une déclaration que tu n'entreras pas dans des dynamiques qui épuisent ton énergie. Lorsque tu remplaces l'anxiété par la stratégie, tu transformes ta position dans la relation. Tu cesses d'être quelqu'un qui réagit et tu deviens quelqu'un qui décide. Cela se remarque, cela se reflète dans ton langage corporel, dans ton ton de voix et dans ta capacité à garder ton sang-froid, peu importe le comportement de l'autre personne. Tout silence ne mérite pas une réponse, mais tout silence mérite réflexion. Avant d'agir, demande-toi quel message tu envoies avec ta réaction. Montres-tu de la dépendance ou transmets-tu de la force? La stratégie consiste à choisir toujours ce qui te maintient intègre, même si cela implique de te taire ou de te retirer avec élégance. Abandonner l'anxiété et agir avec stratégie, c'est prendre le contrôle de ta propre narration. C'est montrer que la direction de ta vie n'est pas déterminée par l'attention ou le désintérêt d'une autre personne. Dans cette transition, tu ne récupères pas seulement du pouvoir, tu gagnes aussi du respect, le tien et celui de celui qui observe que ton calme n'est pas une faiblesse, mais une discipline. 6. Laisse tomber l'anxiété et agis avec stratégie. Courir après des réponses n'a jamais résolu le silence de personne. Cela ne fait que l'amplifier. L'anxiété te fait croire que chaque seconde sans réponse est une attaque personnelle, alors qu'en réalité, c'est ton propre esprit qui joue contre toi. Tant que tu continues à agir sur cette impulsion, tu perdras en clarté et en dignité. La véritable force émerge lorsque tu apprends à arrêter ce bruit interne et à le remplacer par une stratégie. Le silence, dans son essence, est un terrain neutre. Il ne te blesse ni ne t'humilie de lui-même. C'est toi qui le transformes en ennemi en interprétant chaque pause comme une menace. L'anxiété te fait exagérer chaque geste. Tu lis entre les lignes des messages qui n'existent pas. Tu vérifies ton téléphone sans arrêt. Tu imagines des scénarios qui n'existent que dans ta tête. Cette usure émotionnelle non seulement affaiblit ta présence face à l'autre personne, mais érode également ton propre équilibre mental. Pour briser ce cycle, la première décision est simple. Arrête de réagir instantanément. Respire. Fais une pause avant d'écrire et avant d'appeler, avant d'essayer d'expliquer ce qui ne nécessite pas d'explication. Chaque pause consciente est un rappel que ta vie ne s'arrête pas à cause d'un silence étranger. Ce calme, bien qu'il semble passif, est déjà une forme de stratégie. La stratégie consiste à prioriser ton bien-être et ton focus au-dessus de toute attente externe. Si le silence se fait sentir, ne le nourris pas de réactions impulsives. Nourris-toi d'actions qui renforcent ta valeur. Sortir pour t'entraîner, te concentrer sur ton travail, avancer dans tes projets personnels. L'énergie que tu investis à t'inquiéter pour quelqu'un qui ne répond pas est de l'énergie que tu voles à ta propre progression. Du point de vue stoïcien, la plus grande erreur est de permettre à ce qui est incontrôlable, le silence d'un autre, de dicter le cours de ta journée. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Sans stratégie, tu te laisses emporter par les émotions des autres.
Avec une stratégie, tu utilises chaque situation, même le silence, pour renforcer ton caractère. L'une des clés pour agir avec stratégie est d'observer les modèles sans les juger immédiatement. Demande-toi, le silence se répète-t-il chaque fois qu'un conflit surgit ou seulement lorsqu'il y a des sujets inconfortables? Est-ce une pause qui cherche de l'espace personnel ou est-ce de l'indifférence déguisée? N'essaie pas de deviner à partir de l'anxiété. Analyse à partir du calme et laisse le temps révéler les réponses. Ne confonds pas la stratégie avec la manipulation. Il ne s'agit pas de jeu pour provoquer des réactions, mais d'établir des limites claires et de protéger ta paix. Parfois, la meilleure réponse au silence est le silence lui-même, non pas comme une punition, mais comme une déclaration que tu n'entreras pas dans des dynamiques qui épuisent ton énergie. Lorsque tu remplaces l'anxiété par la stratégie, tu transformes ta position dans la relation. Tu cesses d'être quelqu'un qui réagit et tu deviens quelqu'un qui décide. Cela se remarque, cela se reflète dans ton langage corporel, dans ton ton de voix et dans ta capacité à garder ton sang-froid, peu importe le comportement de l'autre personne. Tout silence ne mérite pas une réponse, mais tout silence mérite réflexion. Avant d'agir, demande-toi quel message tu envoies avec ta réaction. Montres-tu de la dépendance ou transmets-tu de la force? La stratégie consiste à choisir toujours ce qui te maintient intègre, même si cela implique de te taire ou de te retirer avec élégance. Abandonner l'anxiété et agir avec stratégie, c'est prendre le contrôle de ta propre narration. C'est montrer que la direction de ta vie n'est pas déterminée par l'attention ou le désintérêt d'une autre personne. Dans cette transition, tu ne récupères pas seulement du pouvoir, tu gagnes aussi du respect, le tien et celui de celui qui observe que ton calme n'est pas une faiblesse, mais une discipline. 7. Transforme le silence en votre filtre de vérité. Le silence a une fonction que peu de gens savent exploiter. Il sépare les paroles vides des intentions réelles. Quand les conversations coulent, n'importe qui peut promettre, justifier, flatter ou même mentir. Mais quand tout s'arrête et qu'il n'y a pas de message, pas d'appel ni d'explication, ce qui reste, c'est la vérité nue. C'est là que le silence devient un filtre qui révèle qui est prêt à rester et qui n'était là que de passage. Beaucoup d'hommes craignent le silence parce qu'ils le voient comme un vide qui menace la relation. En réalité, c'est un outil précieux pour mesurer l'authenticité. Une personne vraiment intéressée n'a pas besoin que vous la poursuiviez pour le montrer. Son intérêt devient évident même au milieu du silence. Au contraire, celui qui n'était là que par habitude ou par commodité disparaît lorsqu'il n'y a pas de stimulation constante. Le problème est que la plupart des gens cherchent des réponses dans les mots, sans comprendre que les mots trompent facilement, mais pas le silence. Un compliment peut être faux, une excuse peut être calculée, une promesse peut être rompue, mais l'absence de communication ment rarement. Si quelqu'un cesse de répondre de manière constante, il montre quelque chose qu'il n'ose pas dire à voix haute. Le stoïcisme enseigne à ne pas résister à la nature des choses et à utiliser chaque situation comme une leçon. Appliqué au silence, cela signifie l'observer sans anxiété, en permettant qu'il agisse comme un tamis qui purifie ce qui n'est pas authentique. Au lieu de voir le silence comme une punition, considérez-le comme un test qui sépare le réel de l'illusoire. Pour en faire votre filtre de vérité, vous devez abandonner l'impulsion de forcer des éclaircissements immédiats. La vérité a besoin d'espace pour se révéler. Si vous arrêtez d'insister, le silence fera son travail. Il montrera qui cherche une communication sincère et qui ne répond que lorsqu'il est poussé. Il est aussi un miroir pour vous. Il révèle votre capacité à tolérer l'incertitude, votre niveau de maîtrise de soi et votre volonté d'accepter ce qui n'est pas dit. Si vous ne pouvez pas supporter le silence sans vous effondrer, vous n'êtes pas prêt pour une relation équilibrée. Vous cherchez un refuge émotionnel, pas une connexion authentique. Le silence expose les priorités. Si quelqu'un est intéressé, il trouvera un moyen de se rapprocher tôt ou tard. S'il ne le fait pas, vous n'avez pas besoin de plus d'explications. Ce n'est pas de la froideur, c'est accepter que l'attention volontaire est le seul intérêt qui vaille la peine. En utilisant le silence comme filtre, vous apprenez à économiser de l'énergie émotionnelle.
Vous ne dépenserez plus d'efforts à essayer de convaincre quelqu'un de rester ou à mendier des explications. Vous laisserez le temps et le vide des mots révéler ce que vous devez savoir. Et le meilleur, c'est que pendant que vous attendez, vous ne cessez pas de vivre, de travailler et d'avancer. Le silence, bien compris, n'est pas un obstacle, c'est un guide. Il vous libère des illusions créées par les beaux discours et vous montre ce qui compte vraiment, l'action derrière les mots. Lorsque vous l'acceptez comme un allié, vous découvrez qu'il n'y a pas de filtre plus clair pour voir la vérité. Oui, accueillez-la sans perdre de fermeté. Accepter le retour de quelqu'un après un long silence est une épreuve de caractère. Beaucoup d'hommes, dès qu'ils reçoivent un message ou un signe d'attention après des jours d'absence, réagissent avec euphorie comme s'ils attendaient un sauvetage. Cet enthousiasme démesuré ne révèle pas seulement une dépendance, il efface également immédiatement le respect qu'ils avaient réussi à retrouver avec leur calme. Il ne suffit pas de rester ferme pendant le silence. La véritable force se démontre au moment où cette personne décide de réapparaître. L'accueillir ne signifie pas ouvrir les bras comme si rien ne s'était passé. Cela signifie écouter sans perdre votre centre. Montrer de l'ouverture sans renoncer à votre dignité. C'est maintenir le même équilibre que vous avez soutenu en son absence. Ni ressentiment qui cherche à punir, ni soumission qui implore l'approbation. Ce que vous projetez à cet instant en dit plus sur vous que sur elle. La fermeté ne doit pas être confondue avec la froideur. Il s'agit d'établir, par votre attitude, que votre valeur n'a pas diminué pendant le silence. Si elle revient avec des explications ou de l'affection, acceptez-le avec sérénité, sans drame ni sarcasme qui alimentent un conflit inutile. Si elle revient avec des doutes ou des intentions à moitié, laissez vos limites être claires. Vous êtes prêt à discuter, mais pas à participer à des cycles de jeux émotionnels. Les stoïciens croyaient que la réponse correcte ne devait pas surgir de l'impulsion, mais de la raison. Appliqué aux relations, cela signifie que vous ne réagissez pas avec des explosions d'émotions, mais avec cohérence. Garder la fermeté en l'accueillant, c'est montrer que votre calme ne dépendait pas de sa présence, que vous n'avez pas vécu en suspens en attendant sa validation. Cette sécurité est ce qui frappe le plus et suscite le respect. Pensez à ceci. Un arbre qui a résisté à une tempête n'a pas besoin de s'incliner lorsque le soleil revient. Sa force reste intacte, et c'est précisément pour cela qu'il reste debout. Votre posture doit être la même, pas rigide ni inflexible, mais ferme et enracinée dans votre propre valeur. Quand quelqu'un revient après s'être tu, il mesure aussi votre réaction. S'il perçoit que la porte reste ouverte sans condition, il peut répéter le même schéma de silence chaque fois qu'il le souhaite. Mais s'il remarque que vous l'accueillez avec cordialité et, en même temps, avec des limites claires, il comprendra que le respect est une partie fondamentale de la dynamique. L'accueillir sans perdre de fermeté n'est pas un jeu de fierté, c'est un acte d'auto-soin. C'est le rappel silencieux que vous n'allez pas permettre que les hauts et les bas émotionnels d'une autre personne déstabilisent votre vie. C'est aussi une opportunité pour établir un nouveau point de départ, plus honnête et équilibré, où tous deux savent que le respect n'est pas négociable. Dans les relations, la façon dont vous accueillez quelqu'un après le silence définit si ce lien grandit ou s'use. Si vous répondez avec calme, ouverture et fermeté, vous montrez clairement que votre dignité reste intacte. Et c'est le genre de présence qui non seulement gagne du respect, mais qui transforme également la façon dont l'autre vous apprécie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le problème n'est pas que tu sois fatigué, c'est que tu vas te coucher avec l'esprit comme un champ de bataille. La dernière chose à laquelle tu penses avant de fermer les yeux est la première chose qui dirige ta journée au réveil, et c'est là que la plupart des gens perdent le contrôle sans s'en rendre compte.
Tu te couches en repassant des disputes, des erreurs, des messages auxquels tu n'as pas répondu, des peurs concernant l'avenir, et tu prétends trouver la paix au milieu de ce bruit. Il n'y a pas de paix possible ainsi. L'esprit a besoin d'ordre, il a besoin de direction, et si tu ne lui en donnes pas, il commande. Les stoïciens le savaient. Le véritable entraînement du caractère commence lorsque la journée se termine. Avant de dormir, ils s'arrêtaient pour examiner ce qu'ils avaient bien fait, ce qu'ils pouvaient améliorer et ce qui ne valait pas la peine d'être porté jusqu'au lendemain. Ce rituel nocturne n'était pas un caprice philosophique. C'était une stratégie pure, parce que ce que tu décides de penser avant de dormir décide de ton repos, de ton humeur et de ta force au lever du jour. Il ne s'agit pas seulement de dormir plus d'heures. Il s'agit de dormir avec le bon poids dans la tête. Si tu fermes les yeux avec rancune, culpabilité et anxiété, tu te réveilleras faible. Si tu les fermes avec calme, gratitude et clarté, tu te réveilles plus fort. C'est aussi simple et aussi dur que ça. N'attends pas de discipline si tu entraînes ton esprit dans le chaos chaque nuit. La nuit n'est pas la fin de la journée. C'est le début de ton prochain état d'esprit. Et si tu n'apprends pas à gouverner ces dernières minutes, tu vivras en répétant la même fatigue déguisée en routine. Cette vidéo ne prétend pas t'offrir de jolis mots pour mieux dormir, mais t'apprendre à transformer chaque nuit en un champ d'entraînement silencieux. Parce que celui qui contrôle ses dernières pensées de la journée commence à contrôler toute sa vie. 1. Fais taire le monde. Le véritable silence ne commence pas lorsque tu éteins les lumières. Il commence lorsque tu décides d'éteindre le bruit que tu portes en toi. Beaucoup de gens pensent que le repos est une question de fermeture des yeux. Mais si l'esprit reste allumé, peu importe à quel point le lit est confortable, le corps se fatigue, mais l'âme reste en guerre. Chaque notification, chaque souvenir qui apparaît lorsque tu restes immobile est une corde qui te maintient attaché au chaos de la journée. C'est pourquoi la première étape pour maîtriser la nuit est brutalement simple. Faire taire le monde avant que le monde ne te fasse taire. Regarde autour de toi. Nous vivons entourés de stimuli conçus pour voler notre attention. La luminosité du téléphone, les derniers messages, les nouvelles qui promettent l'urgence, les réseaux sociaux montrant des vies parfaites qui n'existent pas. La plupart ne se rendent pas compte que cette exposition constante ne se termine pas lorsque le soleil se couche, car nous l'emmenons au lit comme si c'était un prix, alors qu'en réalité c'est du poison. Les stoïciens n'avaient pas de téléphone, mais ils connaissaient le danger de la dispersion. Ils avertissaient qu'un esprit fragmenté ne peut pas trouver de repos. Et bien que les temps aient changé, la nature humaine ne l'a pas fait. Le silence conscient n'est pas seulement se taire, c'est un acte de maîtrise de soi. C'est le moment où tu décides de fermer la journée, peu importe si le monde là-bas continue à exiger plus de toi. C'est éteindre le téléphone même si quelqu'un se vexe parce que tu ne réponds pas. C'est arrêter la conversation interne qui t'accuse pour des erreurs passées. C'est rejeter l'idée que tu dois tout résoudre avant de dormir. Faire taire le monde ne signifie pas fuir, cela signifie poser des limites. Et les limites sont un langage que l'esprit comprend comme une protection. Imagine que ton esprit est comme un lac. Pendant la journée, il reçoit des pierres, des branches, des gouttes de pluie. Oh, tout tombe et agite l'eau. Si à la nuit tombée, tu continues à lancer des pierres, l'eau ne se calme jamais et ne reflète rien. Mais si tu arrêtes de les lancer, la surface se calme d'elle-même, et alors elle peut refléter le ciel. Faire taire le monde, c'est arrêter de jeter des pierres dans le lac de ton esprit, pour qu'il puisse retrouver la clarté qu'il a naturellement. Commence par des gestes simples mais fermes. Au moins 30 minutes avant de dormir, éteins les écrans. Ne baisse pas la luminosité, ne vérifie pas quelque chose rapidement. Éteins-les. Cet acte si petit est un message pour ton cerveau. Le bruit est terminé. Baisse les lumières, réduis les sons, mais surtout, coupe le dialogue interne qui insiste pour avoir le dernier mot de la journée. Si l'esprit se rebelle, rappelle-lui que toutes les pensées ne méritent pas d'être écoutées immédiatement. Tous les problèmes ne méritent pas d'être pris en compte à 11 heures du soir. Les stoïciens enseignaient que le contrôle de soi commence parce que tu décides de laisser entrer dans ton esprit. Si tu emmènes au lit tout le chaos que tu n'as pas su lâcher, tu ne peux pas espérer la paix.
Faire taire le monde est, en essence, un acte de respect envers toi-même. C'est dire au bruit, pas aujourd'hui, pas maintenant. C'est récupérer le droit de terminer la journée à ta manière, avec dignité et autorité sur tes propres limites. Beaucoup sous-estiment le pouvoir de cette étape parce qu'elle semble simple, mais c'est la plus difficile pour un esprit accro à la distraction. Cependant, c'est le point de départ pour tout le reste. Tu ne peux pas semer la gratitude sur un terrain qui est encore plein de cris. Tu ne peux pas déclarer la paix si tu ne mets pas fin à la guerre en premier. Lorsque tu apprends à faire taire le monde avant de dormir, tu te donnes le cadeau d'un esprit qui respire enfin. Et cette tranquillité ne t'aide pas seulement à te reposer, mais renforce ton caractère pour te réveiller avec plus de maîtrise de toi-même. 2. Cultiver la gratitude. L'esprit humain est comme un terrain. Il est toujours prêt à recevoir des graines, mais toutes les graines ne produisent pas des fruits qui valent la peine d'être récoltés. Si à la fin de la journée vous semez des plaintes, des comparaisons et des ressentiments, ne soyez pas surpris lorsque vous vous réveillez épuisé, irritable et avec le sentiment que rien n'est suffisant. Mais si à la tombée de la nuit vous choisissez de semer la gratitude, vous transformez le terrain intérieur en un espace fertile où le repos devient une force et le nouveau jour une opportunité. La gratitude n'est pas un geste mièvre ni une phrase vide pour se sentir mieux. C'est un outil puissant que les stoïciens pratiquaient avec discipline. Marc Aurèle, après des journées pleines de responsabilités, consacrait ses dernières réflexions à remercier les leçons, même celles qui étaient enveloppées de difficultés. Pour eux, remercier ne signifiait pas ignorer la douleur ni romantiser l'adversité. C'était reconnaître que même les moments difficiles contiennent quelque chose à enseigner et que chaque expérience, bonne ou mauvaise, faisait partie de leur entraînement en tant qu'êtres humains. La plupart des gens pensent qu'ils n'ont rien à remercier parce qu'ils confondent gratitude et complaisance. Ils pensent « Comment vais-je remercier si ma vie n'est pas parfaite, si j'ai encore des problèmes à résoudre ?» C'est là l'erreur. La gratitude n'attend pas que tout aille bien. C'est la décision de reconnaître la valeur de ce que vous avez, même au milieu de ce qui manque. C'est comprendre que chaque respiration que vous prenez, chaque obstacle que vous avez surmonté, chaque personne qui a croisé votre chemin pour vous enseigner quelque chose, sont déjà des raisons suffisantes pour fermer les yeux sans rancune. En la pratiquant avant de dormir, vous ne faites pas seulement le ménage dans le désordre émotionnel accumulé pendant la journée, mais vous orientez votre esprit vers ce qui renforce plutôt que ce qui draine. La gratitude est comme une lampe de poche dans l'obscurité. Elle ne fait pas disparaître les problèmes, mais elle vous permet de voir les chemins plus clairement. Et cela change tout. Un esprit qui remercie devient plus résilient, plus stable et moins enclin à s'enfoncer dans des pensées inutiles pendant la nuit. Commencez par quelque chose de simple. Avant de vous coucher, mentionnez à voix basse ou en silence au moins 3 choses que vous remerciez de cette journée. Ne cherchez pas de grandes réalisations, cherchez ce qui est réel. Cela peut être d'avoir résisté à une impulsion, d'avoir terminé une tâche, d'avoir eu un moment de rire au milieu du chaos ou simplement d'être arrivé vivant à la fin d'une journée difficile. Le pouvoir est dans la reconnaissance de ce que vous avez déjà et non dans l'obsession de ce qui manque. Si vous voulez approfondir les faits, écrivez ces 3 choses. Vous n'avez pas besoin d'un journal élégant ni de phrases parfaites. Un simple cahier et des mots directs suffisent. Écrire transforme l'abstrait en concret. Et pendant que votre main trace chaque remerciement, votre esprit commence à se concentrer sur ce qui ajoute plutôt que sur ce qui soustrait. Avec le temps, cette petite habitude entraîne le cerveau à chercher des raisons de remercier même pendant la journée, et cela transforme votre perception de la vie entière. De plus, la gratitude désarme le ressentiment. Vous ne pouvez pas être reconnaissant et ressentir du ressentiment en même temps. Ce sont des états mentaux qui ne coexistent pas. Chaque nuit que vous décidez de remercier, vous choisissez de lâcher un peu plus de ce poids invisible que vous traînez. Les stoïciens considéraient cela comme un exercice d'humilité. Reconnaître que vous ne contrôlez pas tout, mais qu'il y a toujours quelque chose qui dépend de vous. Même si c'est votre attitude face à ce qui se passe.
Pratiquer la gratitude avant de dormir n'est pas un acte mineur. C'est un entraînement silencieux qui façonne le caractère. 3. Déclare ta paix. La plupart des gens vont se coucher en espérant que le silence de la nuit fasse le travail qu'ils n'ont pas fait pendant la journée. Apaiser l'esprit. Mais la paix n'arrive pas par accident et n'apparaît pas simplement parce que l'horloge indique minuit. La paix se déclare, se décide et se défend. Avant de fermer les yeux, tu dois donner à ton propre esprit un ordre clair. Aujourd'hui, il n'y aura pas de guerre. Et cette déclaration n'est pas de la poésie. C'est un signal de commande qui entraîne ton intérieur à répondre calmement, même lorsque la vie insiste pour te provoquer. Les stoïciens ne croyaient pas que la paix était un état mystique qui se trouve en dehors de soi. Pour eux, c'était une conquête quotidienne, le résultat de la maîtrise des pensées et de la non-permission aux émotions de régner sans contrôle. C'est pourquoi ils consacraient un moment chaque soir à examiner leurs actions, à reconnaître leurs erreurs et à se pardonner ce qu'ils ne pouvaient pas changer. Cette habitude les empêchait d'aller se coucher en portant des culpabilités inutiles, car ils comprenaient que le véritable repos n'est possible que lorsqu'il n'y a pas de bataille interne. Imagine que ton esprit est comme une pièce pleine de voix. Certaines t'accusent pour ce que tu as dit, d'autres te rappellent de vieilles erreurs. D'autres crient des problèmes que tu ne pourras pas résoudre avant demain. Si tu te couches sans déclarer ta paix, ces voix continueront à discuter pendant que tu dors, comme si ton esprit était un tribunal ouvert toute la nuit. Au réveil, tu te sentiras épuisé, non pas à cause du travail physique, mais à cause des batailles mentales interminables qui ne se sont jamais arrêtées. Déclarer ta paix, c'est faire une clôture consciente de la journée. C'est regarder en face les erreurs commises, les accepter sans dramatiser et dire « cela reste ici, je ne l'emmènerai pas à l'oreiller ». C'est aussi reconnaître les problèmes qui n'ont pas encore de solution et dire « demain, je verrai ce que je peux faire ». Mais ils ne me voleront pas le repos d'aujourd'hui. Cet acte de décision met fin au cycle de l'anxiété nocturne, qui épuise tant les personnes qui pensent que se soucier au lit les rapproche de la solution. Ce n'est pas le cas. L'inquiétude nocturne ne résout rien, elle ne fait que voler de l'énergie pour le lendemain. Une pratique simple mais puissante est de créer une phrase de clôture, une affirmation courte qui devient ton signal de commande personnelle. Cela peut être quelque chose d'aussi direct que « Aujourd'hui, je lâche ce que je ne contrôle pas » ou « Je ne vais pas emmener mes batailles à l'oreiller ». Il ne s'agit pas de phrases magiques ou d'illusions optimistes. Il s'agit de mots qui fonctionnent comme des ancres mentales, des rappels que tu décides de ne pas te battre quand il n'y a rien à gagner. Répéter ces mots chaque nuit enseigne au cerveau qu'il existe une limite, un moment pour s'arrêter. La paix déclarée implique également le pardon, non pas comme excuse, mais comme libération. Pardonner à la fin de la journée ne signifie pas justifier ce qui était mal, mais refuser de permettre à l'offense de continuer à occuper de l'espace dans ton esprit. Marc Aurèle avait l'habitude d'écrire que la colère contre les autres ne fait de mal qu'à celui qui la garde. Lorsque tu fais de cette déclaration de paix une habitude, ton repos cesse d'être une simple fermeture des yeux et se transforme en un entraînement silencieux de l'autocontrôle. Peu à peu, l'esprit apprend à arrêter son propre bruit lorsqu'il reçoit l'ordre, tout comme un soldat qui reconnaît l'appel de son commandant. Et chaque nuit que tu réussis à t'imposer à tes pensées chaotiques, tu renforces un muscle invisible, celui de la discipline émotionnelle. Celui qui déclare sa paix avant de dormir ne fait pas preuve de faiblesse ou de naïveté. Il montre un courage peu commun dans un monde où tout le monde se bat même dans ses rêves. 4. Lâchez le poids sur le papier. Il y a des pensées qui pèsent plus que la fatigue physique. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais chaque souci, chaque regret et chaque idée que vous ne dites pas à haute voix s'accumulent comme des pierres en vous. À la fin de la journée, beaucoup se mettent au lit avec l'esprit encombré, espérant que le sommeil soit assez fort pour balayer ce désordre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que vous ne lâchez pas vous poursuit, et ce que vous taisez finit par parler seul lorsque vous éteignez les lumières. C'est pourquoi les stoïciens avaient une arme silencieuse et puissante, l'acte d'écrire.
Nous avons tendance à sous-estimer le pouvoir du papier, comme si déverser les pensées était un passe-temps sans importance. Mais écrire est un exercice de nettoyage mental, presque un soulagement physique pour l'âme. Lorsque les pensées restent coincées dans la tête, elles grandissent, se déforment, se répètent comme un écho insupportable. Le papier les arrête, leur donne une forme, et les enferme dans un endroit où elles ne peuvent plus empoisonner votre esprit pendant votre sommeil. Sénèque conseillait d'examiner la journée avant de dormir, se demander ce qui a été bien fait, ce qui aurait pu être amélioré, ce qui ne valait pas la peine d'être porté au lendemain. Cette habitude, plus qu'un rituel philosophique, était un acte pratique d'autogouvernement. En écrivant ce que vous avez en vous, vous arrêtez de vous battre avec les pensées et commencez à les traiter comme des objets que vous pouvez déplacer et organiser. Ce qui était auparavant un essaim chaotique devient des mots ordonnés, visibles, qui cessent de vous effrayer. Il ne s'agit pas de rédiger un journal parfait, ni d'orner des phrases. Il s'agit de vider l'esprit. Vous pouvez commencer par écrire 3 choses, ce que vous remerciez, ce qui vous pèse et ce que vous décidez de lâcher pour aujourd'hui. Ce geste simple ouvre de l'espace pour le repos. C'est comme laisser le sac à dos sur le sol avant de continuer le chemin. La charge existe toujours, mais vous ne la portez plus. Il y a quelque chose de presque thérapeutique à voir les pensées transformées en encre. Ce qui semblait immense se réduit à quelques lignes. Ce que vous croyiez impossible à résoudre perd de sa force lorsque vous le confrontez avec des mots. Le papier ne vous juge pas, ne vous interrompt pas, ne discute pas. Il reçoit simplement et garde. Et en laissant là vos inquiétudes, vous libérez l'esprit de tourner autour de la même chose pendant que vous essayez de dormir. Imaginez le guerrier qui nettoie son épée après la bataille. Il ne le fait pas par caprice, mais parce qu'il sait qu'il ne peut pas aller se reposer avec la lame couverte de sang et de poussière. C'est ainsi que l'esprit est après une journée difficile. Il a besoin d'un nettoyage pour ne pas porter le poids de la journée dans la nuit. Écrire et ce nettoyage, c'est la façon la plus simple et efficace de dire au cerveau que la journée est terminée et qu'il n'a pas à continuer à se battre dans l'obscurité. Un cahier ordinaire et un stylo suffisent. Si vous ne savez pas par où commencer, écrivez des phrases courtes. Aujourd'hui, je laisse aller. Aujourd'hui, je remercie. Aujourd'hui, je ne me blâme pas pour. Ces petites déclarations sont des clés qui ferment des portes inutiles et libèrent de l'espace pour le calme. Les stoïciens comprenaient que tout problème ne peut pas être résolu sur le moment, mais il peut être mis à sa place pour ne pas envahir ce qui reste de paix. Chaque mot écrit est une décision. Cette idée ne viendra pas avec moi sur l'oreiller. Cette action répétée nuit après nuit ne fait pas seulement ordonner l'esprit, elle renforce aussi le caractère, car vous entraînez l'habitude de faire face à ce que vous ressentez au lieu de le fuir. Lorsque vous faites du papier votre confident nocturne, vous ne cherchez pas la beauté ni la perfection, vous cherchez la légèreté. Et cette légèreté est celle qui permet à votre esprit, enfin, de se reposer. Vous dormirez mieux, non pas parce que tout est résolu, mais parce que vous avez libéré le poids de le porter en silence. 5. Respire et libérer. La respiration est le pont invisible entre le corps et l'esprit, mais peu de gens le remarquent parce qu'ils la tiennent pour acquise. Pendant la journée, nous respirons de manière automatique, superficielle, comme si cela suffisait à peine pour survivre. Cependant, lorsque la nuit tombe, cette respiration agitée, faite de précipitations et de stress, continue de guider un corps qui essaie de dormir tout en se comportant comme s'il était en pleine bataille. C'est pourquoi le repos n'arrive pas. Le corps dit combat pendant que tu dis repos. La respiration consciente est l'interrupteur qui réconcilie les deux et te rend le contrôle. Les stoïciens, bien qu'ils ne parlaient pas en termes modernes de respiration diaphragmatique ou de pleine conscience, savaient que le calme commence par la maîtrise du corps. Épictète enseignait que face à ce que tu ne peux pas contrôler, le premier acte de gouvernement est avec toi-même. Et il n'y a pas d'acte plus basique d'autogouvernement que de respirer de manière délibérée. Chaque inspiration profonde est un rappel que tu es en vie et que tu décides ce qui entre et ce qui sort de toi.
Chaque expiration est un ordre silencieux pour libérer le poids émotionnel accumulé. La plupart des gens emportent la tension de la journée au lit comme si elle faisait partie de leur identité. Épaules tendues, mâchoire serrée, respiration courte. Ainsi, même si la fatigue est réelle, le corps croit qu'il est toujours en état d'alerte. Mais le corps ne sait pas mentir. Peu importe combien de fois tu répètes à ton esprit qu'il doit se détendre, si le corps ne reçoit pas le bon signal, il n'y aura pas de repos. C'est ici que la respiration consciente devient un outil stoïcien, une manière simple, directe et puissante de gouverner le chaos. Commence par quelque chose d'aussi simple que de t'asseoir sur le bord du lit, fermer les yeux et relâcher les épaules. Inspire en comptant jusqu'à 4, retiens l'air un instant et puis expire lentement jusqu'à 6. Ce petit allongement de l'expiration trompe le corps pour qu'il abandonne l'alerte et active le système de calme. Répète le cycle au moins 5 fois, mais sans forcer quoi que ce soit. L'objectif n'est pas de manquer d'air, mais de rappeler au corps qu'il n'est plus en danger. Chaque expiration est plus que de l'air qui sort. C'est une façon d'expulser